Hop, donc on est 37, donc on est un peu moins encore qu'avant. Donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, on a un petit peu de perdition les mardis midi. On espérait essayer de garder quand même ce rythme au moins d'une cinquantaine de personnes. Donc on était un peu plus de 80 sur la première semaine, on était un peu plus de 70-75 sur la deuxième semaine, et là je pense qu'on sera une quarantaine, peut-être une cinquantaine avec les retardataires. Pour cette troisième semaine, au niveau du sondage, on reviendra dessus un petit peu plus tard par rapport à tout ça. Donc vous êtes ici pour un petit point donc sur le study group de la semaine 3. Donc, avec différents GDG qui participent. Et donc, il y avait l'autre jour la question des combien y a-t-il de GDG ou quels sont les pays, etc. Donc, GDG Claude Paris, GDG Claude Nantes, GDG Claude Lyon, GDG Claude Abidjan, donc la Côte d'Ivoire, GDG Paris, GDG Bordeaux, GDG Le Mans. Tout ça, c'est pas mal français. GDG Mons de Belgique et GDG Aborné-Calavi du Bénin. Donc la troisième semaine, donc pour rappel, hein, c'est un programme de 6 semaines, donc tous les mardis, rendez-vous de 13h à 13h45. Le canal pour échanger donc sur Slack, n'hésitez pas à rejoindre, ça vous permet de vous donner des infos et potentiellement aussi de partager des initiatives de la communauté. Essayez de répondre aussi aux questions potentiellement entre vous aussi, sachant qu'il y a un certain nombre de personnes aussi qui peuvent vous aider si vous avez des questions techniques ou aussi sur la plateforme potentiellement si vous avez des soucis avec. Ce qui est important de savoir, hein, c'est qu'il faut vraiment RSVP aux différents events de votre GDG pour continuer à avoir accès aux différents cours sur Cloud Skill Boost, voilà, que j'appelle aussi Quick Labs de temps en temps. Alors, on est rapidement un petit tour de table. Alors, on n'a pas invité de GDE pour cette session. Pour la session de la semaine prochaine, j'ai une personne qui avait participé à l'ancienne promotion Cloud Architect qui essaiera de nous rejoindre pour échanger avec vous. Mais du coup, on va commencer ce tour de table des différents GDG, donc avec pas mal d'inscrits. Et comme j'ai dit, beaucoup moins de monde sur Slack. Hein, voilà, on a quand même un peu de perdition par rapport à ce qui est affiché dans le Google Form de départ de 287 inscrits. Après, c'est pas très grave, il y a peut-être des gens aussi qui regardent pas mal les vidéos. Aujourd'hui, donc il y a différents intervenants et JB, je te laisse te présenter rapidement. Hello, du coup, Jean-Baptiste Cottard, et je travaille en tant que lead tech à la CNAM, et puis je fais partie du VDG Le Mans, et on se retrouve normalement en fin de session, si tout va bien, pour le chaos. Exactement, tout va bien se passer. Tu as le bouton pour présenter ou pas dans Meet là? Oui, je dois voir ça quelque part, ouais. Non, parce que je t'ai ajouté en co-orga, donc normalement ça devrait marcher. On verra ça tout à l'heure. Également présent, ah oui, moi je me présente rapidement, Julien Enduré, donc côté GDG Cloud Nantes et DevTest Nantes, et je suis aussi GDE sur la partie cloud, et je suis CTO à Zenica. Et on a aussi du coup dans les orgas côté GDG Cloud IoT Lyon. Bonjour, moi c'est Louis Tournaire, donc côté GDG Lyon, donc Zenica Lyon aussi, en tant que consultant. Yes, et toi tu avais suivi du coup la promotion 2021 pour aller à la certification de mémoire. Exactement. On avait fait le même nombre de gens présents avec JB et toi notamment. Yes, mais c'est bien, comme ça tu vois, il y a quelqu'un qui a vraiment suivi le parcours qui est là aussi. Ok, des petites stats, parce que du coup, 3 semaines sur 6, on arrive à peu près à la moitié. Donc, qui suit le programme? Donc, dans Slack, il y a 13 personnes qui m'ont indiqué qui suivaient du coup le programme de la première semaine, donc un peu de retard. 8 qui sont sur la semaine 2, 7 qui sont sur la semaine 3, donc ils sont à jour, et 3 qui ont commencé la semaine d'après. Quand je regarde les votes un petit peu qu'il y a dans le chat d'aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes ratios. Il y en a pas mal aussi qui n'ont pas vraiment débuté. Il n'y a personne qui a indiqué avoir arrêté pour le moment. Bon, on verra si après les langues se délient au bout d'un moment. Parce que du coup, plus on a du retard, plus ça fait quand même pas mal de taf pour accéder à la certification, sachant que, comme indiqué, nous, les différents événements qu'on fait courent tout le mois de mai, ce qui veut dire que c'est pas sûr que vous ayez beaucoup d'accès passé le mois de juin sur Cloud Skill Boost par rapport aux événements. Petit sommaire rapidement. Donc, où en sommes-nous dans le programme des 6 semaines du Road to Certification? On va voir un petit peu l'apprentissage de la semaine passée, donc avec beaucoup de choses plutôt autour du networking et de l'autoscaling. Un quiz animé par JB.
Les actions pour la semaine prochaine. J'ai rajouté aussi une petite partie aussi sur les initiatives de la communauté par rapport à ce qui s'est partagé dans Slack. Et puis, s'il nous reste du temps à la fin, n'hésitez pas si vous avez des questions pour pouvoir échanger avec les organisateurs ou aussi si vous avez des questions techniques par rapport à ce qu'on a vu potentiellement dans les cours. Alors, où en sommes-nous? Voilà, la grosse flèche, un petit peu comme notre jour. Donc là, on est sur la partie Elastic Google Cloud Infrastructure, Scaling et Automation, avec un, du coup, lab qui était sur configurer un environnement, donc avec un skill badge de 6 heures. Donc ça, c'est là où on en est. Sachez d'ailleurs que dans les différents liens, récap que je donne dans Slack, j'essaye de donner un petit peu le nombre d'heures ou de jours que chacun des cours là en lien indique. Donc ça vous donne potentiellement aussi une idée du travail à effectuer par vous-même. On va passer à la revue de l'apprentissage de la semaine. Je sais que Louis et Jérémy, n'hésitez pas aussi à intervenir dans les explications ou autres. On ne sait pas vraiment partager le travail en avance, mais voilà, on va essayer de regarder un peu tout ça. Donc là, l'idée de la semaine 3, c'était vraiment de pouvoir gérer et comprendre comment on provisionne une solution d'infrastructure, donc comprendre un petit peu la façon dont le réseau peut s'architecturer en termes de topologie réseau, comprendre un petit peu les différents systèmes de stockage et puis comprendre un petit peu aussi comment, d'un point de vue compute ou autoscaling, notamment avec les MIG, comment ça peut fonctionner. Alors, l'interconnexion, pour rappel, donc il y a 5 façons d'interconnecter à Google Cloud avec du coup des parties vraiment dédiées, donc avec un réseau vraiment qui est dédié. Donc c'est la partie en jaune et une partie partagée. Je l'ai vite fait la question. Ouais, Frédéric, je vais laisser peut-être les autres partager aussi le temps qui passe sur les différents modules et cours. Donc oui, il y a différentes façons de partager les données sur l'infrastructure GCP pour s'y interconnecter. Donc on a la notion de direct, donc avec le direct peering et dedicated interconnect, où là vraiment on a une notion vraiment de connexion vers Google Cloud en direct, et l'autre partie où on passe par des partenaires, ce qu'on appelle le carrier peering. Et par-dessus ça, donc il y a l'idée de savoir aussi qu'on peut utiliser Cloud VPN dans certains cas, donc sur la couche où c'est marqué Layer 3, et que dans les autres cas, il n'y a pas besoin, c'est directement quelque chose qui est transparent pour votre réseau. Vous partagez vraiment le même adressage IP. C'est représenté un petit peu en dessous sur différentes façons, justement. Je ne sais pas si Jérémy ou Louis, vous voulez intervenir. Juste une petite remarque, quand on partage les mêmes places d'adresse, il faut faire attention à la façon dont on va construire ces VPC avec les plages d'adresse pour pas qu'il y ait de collision avec son réseau interne. Et je voulais juste ajouter aussi la notion d'interconnexion physique sur l'aspect dedicated interconnect, enfin sur les interconnects en fait. Il y a un aspect physique à prendre en compte et c'est un peu plus long en fait à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Et puis, faut avoir quand même la capacité aussi à se connecter à certains points de réseau de Google. Pour rappel, du coup, il y a de la colocation à certains endroits dans le monde, donc il faut avoir la capacité d'être pas loin de ces emplacements-là. Ça rajoute une difficulté supplémentaire, alors que c'est vrai que sur l'aspect peering, on est un peu plus large en termes de positionnement. De mémoire, mais ça a peut-être changé. En France, il y avait Paris et Marseille. Oui, en colocation disponible, je crois, oui. Il y avait des choses comme ça, oui. Je ne sais plus où j'avais retrouvé ça, mais dans la doc. Quand c'est du partenaire, il y a plus de liens, mais en dedicated, je crois que c'est ça, ceux qui existent. Yes. Donc là, vous avez dû le voir du coup durant votre cours. Là, on voit rien, non? Si vous arrivez à voir quelque chose. C'est pas terrible. Ouais, c'est pas ouf à mon avis là. Si je zoome beaucoup plus. Ouais, là c'est peut-être un peu mieux. Donc là, ils sont en train d'essayer de vous présenter un arbre de décision pour savoir dans quel cas on va utiliser l'un ou l'autre. Ça, vous l'avez peut-être d'ailleurs aussi dans les workbooks ou vous l'avez peut-être vu dans les cours. Ça serait intéressant de savoir s'ils sont remis dans les cours.
Mais donc, il y a l'idée de savoir, est-ce que vous avez besoin de communiquer, d'accéder à des ressources qui sont privées sur le GCP, donc dans le sens privé, vraiment avec des IP privés. Donc, s'il n'y a pas besoin, il y a l'idée de se dire que peut-être qu'on peut utiliser quelque chose de plus simple. Il y a juste l'idée de savoir est-ce qu'on utilise beaucoup Workspace ou pas. Et du coup, si on veut se connecter en utilisant du Workspace, on peut utiliser du Direct Peering. Si on n'est pas du coup un client Workspace, il faut utiliser du Carrier Peering. Ça, c'est un des choix importants qui peut être fait. Et sur l'autre arbre, du coup, si on veut étendre vraiment l'adressage de notre data center dans le cloud, donc côté Google Cloud, il faut savoir si on a besoin d'encrypter les infos. Donc, s'il y a des infos vraiment très sensitives, il n'y a pas spécialement de requirement là-dessus, on peut utiliser un cloud VPN. S'il y a besoin d'utiliser des choses plus importantes, on va regarder du coup si on a besoin d'un point de présence côté Google Meet qu'on peut rejoindre. Et en fonction après aussi de la bande passante qu'on a besoin. Donc là, vous voyez que si on veut avoir du 10 GB en débit, on est obligé d'utiliser un Dedicated Interconnect. Donc ça dépend aussi beaucoup de la bande passante nécessaire pour communiquer avec votre potentiellement data center avec le cloud. Okay. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours intéressantes à savoir pour la certification, puisque des fois, on peut avoir des questions autour de oui, mais j'aimerais bien me connecter et je sais que j'ai besoin de temps de bande passante, je ne sais pas moi, 20 GB. Du coup, voilà, si on est à 20 GB, dans l'arbre de décision, on voit que ça serait plutôt autour du Dedicated Interconnect qu'il faudrait du coup voir comme solution. Je vais essayer de repasser en slideshow pour voir. Je voulais juste préciser aussi, Julien, sur l'aspect peering. Quand on est en direct peering, il faut avoir répondre à un certain nombre de prérequis techniques, notamment il faut 2 points de connexion sur le data center, il faut tout ce qui est géolocalisation, évidemment, et puis un certain débit aussi. Sinon, on est obligé de passer par un carrier peering si on ne rentre pas dans les prérequis techniques. De toute façon, c'est ce qui est mentionné là, c'est sur l'arbre de décision à droite. Voilà. Est-ce qu'on meet les peering requirements? À ce niveau-là, il y a un certain nombre de prérequis techniques qui, de toute façon, vont nous forcer à passer par un partenaire si on n'est pas dans les prérequis techniques pour le peering. Yes. Là, il vous présente aussi comment on peut interconnecter des réseaux une fois qu'on est côté Google Cloud, donc la différence entre le shared VPC et le VPC Networking Peering. Donc, le shared VPC, donc, il ne traverse pas des organisations, donc ça marche très bien si on a plusieurs projets. D'ailleurs, c'est souvent une bonne façon de faire. On va créer un VPC, on va le partager dans toute l'organisation quand on a la notion de landing zone ou autre, donc on a quelque chose de centralisé. Donc, l'administration de ce réseau-là sera centralisée, donc avec des shared VPC admin, des gens côté sécurité ou networking qui vont définir un certain nombre de règles. Par contre, après, derrière, si on veut partager des choses entre différentes organisations, donc ça arrive des fois quand on a, je ne sais pas, différentes filiales, par exemple, dans une société, on veut peut-être avoir quelque chose de décentralisé. Et du coup, en fait, chaque organisation admin va pouvoir définir, du coup, pour chacun des projets, un certain nombre de règles en termes de sécurité et de networking. Donc ça, c'est dans le cas où on passe par le VPC Network Peering. Donc ça, on a souvent des questions sur ces notions-là. Moi, souvent, les questions que j'ai eues étaient liées à l'aspect qu'on a une organisation et différents projets, ou alors différentes organisations. Et c'est souvent là qu'il y avait le choix qui était important à comprendre entre le shared VPC et le VPC Peering. Louis, tu veux enchaîner sur l'aspect load balancing? Oui, on va parler. Je vais continuer là-dessus si tu veux. Donc, ce que vous avez dû voir aussi, c'était après la partie réseau, la partie load balancing et auto-scaling, avec notamment comment on va créer ce qu'on appelle des managed instance group, des espèces de templates d'instances de machines
avec un pool de machines, en fait. On peut mettre de l'autoscaling, on peut mettre un nombre minimum, un nombre maximum de machines. On peut mettre des conditions de monitoring pour faire en sorte de détecter qu'il y a une panne et, selon le cas, automatiquement reprovisionner une machine. Donc, c'est une notion qui est très utile. Ça correspond sur AWS à l'autoscaling group aussi. Et ça, on peut s'en servir à la fois pour gérer une machine, mais on peut, par exemple, s'en servir dans Kubernetes pour gérer nos nodes et avoir comme ça un pool qui soit dynamique si on ne veut pas utiliser certains services managés, ou on peut le brancher aussi à des services managés. Donc, en gros, c'est des templates de machines avec un nombre minimum, un maximum, une ligne de vie. On met généralement un autoscaler. Le point intéressant, c'est que ça peut être régional. C'est pas simplement, on peut avoir un managed instance group qui soit régional et pas simplement sur une seule zone. Toujours dans la partie load balancing et auto-scaling, vous avez vu aussi les problématiques que vous pouvez avoir, la réflexion sur le choix du load balancer en fonction de la façon dont vous voulez exposer vos services. Donc, mettons que vous avez une application web, si vous voulez l'exposer en interne ou en externe, c'est pas la même chose. Si c'est pas une application web, mais si c'est un service SSL ou un autre service TCP ou du PCP avec du HTTPS transparent, c'est pareil, ça va être un autre type de service. Ou si vous faites du gaming, si c'est de l'UDP, ça sera un autre type de service. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez en gros deux gros types de load balancer, un interne et un externe. En fonction que vous ayez une couche de service, un layer au niveau réseau qui soit différent, donc soit les plus hauts, qui soient HTTP, HTTPS, où vous descendez, vous passez au niveau TCP ou UDP, ce n'est pas forcément les mêmes services derrière, avec non plus les mêmes fonctionnalités qui sont derrière. Et donc, ce schéma-là, il vous permet de choisir en fonction du cas d'usage. Quand vous allez passer l'examen, si vous dites j'ai un service que j'expose en interne, c'est plutôt tel type de load balancer, et puis ayez-le en tête pour pouvoir descendre derrière. Si vous dites c'est l'UDP, ça va être un internal TCP UDP, ou etc. Donc c'est en gros les implémentations qui vont correspondre avec vos différents cas, avec vos arbres de décision qui vont derrière. Les talks fonctionnent les regional LB qui n'apparaissent pas dans le diagramme. Si tu peux revenir en arrière, je ne me rappelle plus si c'était dessus ou pas. Si, c'est la partie droite, régional IPv4. C'est les régional load balancer, les trois qui sont marqués en bas à droite. Ok, oui, tout à fait. Ouais, ceux à gauche, c'est vraiment les globales. Donc au niveau mondial, voilà, et tu as les autres qui sont créés au niveau régional. Et d'ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas d'UDP, par exemple, au niveau global. Après, il y a un petit résumé du coup des services qui sont fournis là-dessus. Donc tous les slides qu'on vous présente, mettez de côté une bonne pratique pour l'examen, c'est tous les arbres de décision, tous les résumés, vous faites des captures d'écran ou autre, que vous mettez de côté correctement indexés pour pouvoir les retrouver. Et c'est une bonne préparation après de les réviser pour bien les connaître pour l'examen. Donc ça reprend en gros tous les types de load balancers avec les différents types de services qui sont derrière. Et puis les types, est-ce que c'est régional ou global? Donc global, c'est mondial. Régional, il faut choisir la région où on le met. Et puis après, interne, externe. Et les ports, c'est pareil, vous pouvez avoir des questions sur les ports. Donc des fois, ça peut être un petit raccourci pour trouver, mais non, mais ça, c'est pas compatible parce que c'est pas un support. Et si tu veux continuer sur les slides. Et vous avez dû parler de la partie d'un outil qui s'appelle Deployment Manager, qui est un outil qui permet en gros de déployer des choses que vous avez versionnées via des fichiers YAML et potentiellement du Python quand vous avez des choses un peu plus avancées où vous devez par exemple mettre des configurations qui varient en fonction de l'environnement. Entre la dev et le staging et la prod, ce n'est pas les mêmes configurations. Donc ça peut gérer via des fichiers séparés en Python, via des dictionnaires en fait, d'environnement.
Donc, c'est un système avec du YAML. On passe des commandes Gcloud, par exemple, et on lui dit déploie-moi tel élément qu'on a défini là-dedans. Il faut savoir que tous les composants d'infrastructure, comme ça, peuvent être décrits via des fichiers YAML qu'on peut versionner et on peut automatiser tous les déploiements qui vont derrière. Donc, bonne pratique d'avoir ça dans la partie CI/CD pour gérer votre infrastructure et avoir une infrastructure immutable. Yes. Ça revient à tous les principes un peu d'infra as code. Ce qui est important de voir, c'est que dernièrement, Google Cloud met moins en avant Deployment Manager. Donc même historiquement, un certain nombre de cours de lab étaient faits avec Deployment Manager. Et c'est vrai que d'ici la semaine prochaine, donc sur la week 4 de mémoire, vous allez faire du coup une partie qui s'appelle Automating Infrastructure on Google Cloud with Terraform. Ok, ça c'est le skill badge qui vous est proposé. Donc normalement, vous aurez moins à gérer des choses autour des Deployment Manager. Après, ça reste quand même valable dans le sens où, de mémoire, aujourd'hui, si on veut déployer par exemple sur un marketplace, on est obligé d'utiliser cet outil-là. Mais voilà, il est quand même très peu mis en avant dernièrement côté Google Cloud. Ouais, ils poussent beaucoup plus Terraform justement, et ils ont il y a un repo GitHub où il y a plein de templates, de modèles de ce qu'on peut faire avec Terraform et comment l'utiliser. Ils avaient aussi poussé, je crois, en 2021, une autre initiative qu'ils appelaient KRM, mais on n'entend plus parler, où ils utilisaient plutôt des descripteurs façon Kubernetes, avec une boucle de contrôle à la Kubernetes qui était derrière. Mais ça, moi, je ne sais pas vous, j'en entends plus parler depuis un petit moment, ce truc-là. J'allais ajouter quelque chose là-dessus, justement. Moi, je l'ai repassé en janvier et j'ai été surpris. J'ai eu au moins 3 questions dans lesquelles, dans les choix, il y avait soit du Terraform, soit du Deployment Manager. Et de mémoire, j'ai mis aucune fois Deployment Manager. C'est-à-dire que ce qui semblait le plus logique, c'était le Terraform. Et j'ai l'impression que Google pousse vraiment là-dessus. Là où il y a 3-4 ans, Deployment Manager était quand même une solution qui était poussée en interne. Et donc, il y avait des questions où c'était le bon choix. De là en faire une règle, pas forcément, mais méfiez-vous des choix avec Deployment Manager en 2023. Yes. Pour info en lien, j'ai mis 2 liens. Il y a Deployment Manager Sample, donc sur le GitHub Google Cloud Platform. Vous avez un certain nombre d'exemples, donc potentiellement ça vous permet d'avoir des idées. Et puis j'ai mis le lien aussi vers les différents modules Terraform Google Cloud qu'il y a. Il y a pas mal de docs aussi disponibles sur ces éléments-là. Après, je voulais enchaîner aussi sur la question de David, du coup, qui demande est-ce que le multicloud peut être au programme de la certification PCA, par exemple, si on prend l'exemple du réseau avec une infra existante ailleurs, OVH, Scaleway, avec GCP. Aujourd'hui, sur la certification PCA, ce que tu auras, c'est uniquement, s'il parle de multicloud, ça sera surtout du Anthos. Du Anthos, mais il n'y aura pas beaucoup après de questions sur mapper vers un autre cloud provider. Ils vont plutôt parler de interconnexion avec des choses qui sont on-premise, avec des data centers existants, mais pas spécialement avec une infra chez un autre cloud provider. Je pense qu'ils essayent d'éviter de mettre en avant interconnexion avec d'autres. Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, dans l'assertif, j'ai rarement eu l'exemple. Et à chaque fois qu'on parlait de notion de multi-cloud, souvent c'était pour amener sur Anthos, justement, David. Il y avait une question. KRM, c'est la même chose? Non, c'est Config Connector. Ouais, Config Connector, c'est l'opérateur ouais, c'est un opérateur. Je pense que ça partait du même principe, mais de là à dire que c'est la même chose, c'est un produit dédié KRM. Là, c'est un opérateur qu'on va ajouter dans le cube pour être en capacité de déployer des ressources directement de GCP. Et tant qu'on est ça serait aussi plutôt comme Control Plane, le Config Connector. Pardon, pas Control Plane, le produit où il y a un arc-en-ciel dessus. Bon, je retrouvais le nom tout à l'heure. Crossplane. Crossplane, ouais, c'est ça. Pour info aussi, j'en profite pour remettre un lien qui est assez intéressant. Donc, c'est un livre qui a déjà été partagé, donc avec du coup visualiser Google Cloud avec des illustrations. Sachez qu'il y a pas mal de sketchnotes disponibles de façon gratuite, avec différentes options, etc. Et donc, notamment sur l'aspect networking, il y en a une du coup qui est sur le networking 101, qui est assez intéressante, qui vous donne une bonne overview.
ça, c'est le genre de choses qui sont toujours intéressantes à regarder quand on va vers la certification, dans le sens où on parcourt un petit peu les différents éléments et il faut être capable en fait de pouvoir un petit peu les expliquer, hein, tout simplement. Donc vérifier soi-même. Et il y en a un qui est plus dédié justement à un art de décision pour s'interconnecter. Donc il reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la notion de peering, de cloud interconnect, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir les différents liens qui sont donnés dans le chat. Donc, on a parlé de l'aspect networking, deployment manager et Terraform et du multi-cloud. Hop, on va repasser au slide. Je pense qu'on peut avancer. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Du coup, dans la week 3 aussi, il y avait un certain nombre de services managés qui étaient présentés, juste comprendre un petit peu leur positionnement. Donc, on a BigQuery qui est vraiment la solution d'analytique, de système OLAP, comment il nomme ça, serverless data warehouse de Google Cloud, qui notamment a eu des gros changements il y a peu. Donc au mois d'avril, là, ils ont annoncé tout un changement en termes de pricing autour de BigQuery. Bon, après, vous êtes tranquille, c'est-à-dire que pour la certification, si vous la passez d'ici l'été, il n'y aura pas des questions justement sur les nouvelles éditions ou la nouvelle façon de faire le pricing côté BigQuery, puisqu'il y a des choses en plus, des choses en moins qui ont pas mal bougé. Alors, en parlant de ça, je me dis que c'est peut-être aussi bien de vous donner aussi le lien vers l'annonce qui a été faite. Et après, on a Dataflow. Donc, Dataflow qui est du coup un système pour à la fois faire du streaming processing et du batch processing, du coup basé sur Apache Beam. Ok, donc dans Apache Beam, on peut définir un petit peu son travail. Et donc dans Dataflow, on va avoir un runtime Apache Beam sur Google Cloud qui s'appelle Dataflow. On a DataPrep qui est vraiment là dans la solution pour préparer de la donnée comme son nom l'indique. Alors on peut toujours se poser la question, pourquoi pas utiliser un ETL sur étagère ou autre? En fait, c'est une façon de faire de l'ETL. Après, DataPrep est orienté plutôt pour des data analystes, donc des personnes qui n'ont pas forcément de compétences en code, que ce soit du Python ou des choses évoluées en SQL. Et DataPrep, en fait, ça vous permet vraiment d'importer un jeu de données et d'étudier colonne par colonne un petit peu la qualité de vos données. Donc, combien il y a d'éléments qui sont avides, est-ce qu'il y a une catégorisation que je peux effectuer, est-ce que je veux peut-être remplacer tous les éléments de la catégorie vers une autre, si je veux faire de la transformation en termes de décimales, etc. Donc, on peut faire ça avec DataPrep, qui est un outil qui est dans Google Cloud, mais qui est en fait un outil de trifacta de mémoire, qui est un peu extérieur. Dataflow, Dataproc. Donc, Dataproc qui est un outil quand même qui est très connu aussi dans des démarches Move to Cloud, puisque beaucoup de personnes ont joué avec du Hadoop, et donc Dataproc qui permet de faire donc, du Hadoop, des jobs Spark ou autre, du coup, côté Google Cloud. Ça, c'était la partie sur la Managed Service. Road to certification, initiative de la communauté, on va avancer un petit peu, c'est vrai que l'heure file. Je rappelle que Geoffrey a fait des notes de vidéo, donc j'ai laissé toujours, parce que je trouve ça toujours intéressant, j'ai vu qu'il était connecté. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ces éléments-là. En initiative, il y a Bruno, je ne sais pas s'il est connecté, mais il a aussi indiqué qu'il suivait un parcours en parallèle de cloudacademy.com. Je n'ai aucune idée de la valeur de l'élément, mais je me dis que c'est quand même intéressant à vous partager en séance. Ça peut être aussi une façon aussi de suivre. Voilà, je sais que des fois, d'autres personnes aiment bien aussi faire des doubles parcours. Sur toute la partie networking, je l'avais partagé dans le Slack, Google Cloud a sorti toute une série de vidéos pour expliquer des choses sur le networking. Donc, c'est vrai que si vous étiez sur la semaine autour du networking, c'est intéressant de pouvoir parcourir ces éléments-là. D'ailleurs, je vais copier-coller le lien. Hop. Voilà. Et puis, le dernier point qui peut vous intéresser aussi en termes de communauté, donc côté GDG, on travaille toujours sur le fait d'avoir des vouchers, donc des coupons de réduction à 50% pour passer la certification. Donc, au lieu de l'avoir à 200$, elle sera à 100$. Alors, on est toujours en train de négocier. J'ai mis cela dépend de vous parce qu'en fait, on voit que l'audience diminue de plus en plus. Et en fait, dans les différents reportings, Google Cloud souhaite donner des coupons, mais peut-être qu'à 50% des personnes qui sont activement dans le programme.
Donc, si finalement vous n'êtes plus que 50 actifs, comme là connectés, bah, ça fera que 25 vouchers. Alors que si vous êtes 100 présents, bah, il y aura 50 vouchers remis. Donc voilà, ça dépend vraiment aussi de votre motivation. Et puis, ce qu'on fera du coup côté organisateur, c'est qu'on essaiera de regarder les personnes qui ont bien validé les différents cours pour donner l'accès aux vouchers, évidemment, histoire que les vouchers servent correctement. Ça y va aussi finalement de notre crédibilité aussi, hein, parce qu'on demande des vouchers à Google Cloud pour en avoir. Donc après, derrière, s'ils ne sont pas utilisés ou mal utilisés, bah, du coup, il y a peu de chances qu'on en ait pour les prochains road to certification. Voilà un petit peu les informations qu'on a. Et pour le moment, on est toujours sur une demande d'une 50aine de vouchers. Donc voilà, si vous êtes 50 connectés, sachez qu'il y a de grandes chances quand même que ça fonctionne. On va passer au quiz. On va passer au caout avec du coup, bah voilà, on va faire simple. Le gagnant du coup du caout va gagner un voucher 50% pour l'assertif et sera sûr de pouvoir l'utiliser. Donc ça peut motiver peut-être certains d'entre vous à répondre correctement au caout. Et je vais laisser la main du coup à JB. Si tu veux copier-coller le lien dans le chat. Tout à fait.